Donc bonjour à tous, bienvenue à tous nos auditeurs aujourd'hui pour ce 10e épisode de La tête à Papineau, le podcast de Bistro Brain. Donc encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. C'est le premier épisode qu'on enregistre dans les nouveaux locaux de la CEFAC et on est tous très excités. Donc Bistro Brain, comme vous le savez tous, c'est notre association de vulgarisation et avec La tête à Papineau, on amène la science jusqu'à vous. On a eu des événements ce mois de septembre qui se sont très bien passés, donc merci à toutes les personnes qui se sont présentées à nos événements Démonte ton mythe de Sherbrooke et Montréal. Alexis, notre président qui est avec nous aujourd'hui, a d'ailleurs également donné une formation en vulgarisation scientifique sur Facebook qui a été bien suivie. Aujourd'hui, on accueille donc Charlie et Alexis. Comment vous allez les gars ? Toujours bien, en pleine forme. En pleine forme. Vraiment content d'être là avec ce nouveau matériel plutôt. Avec la belle rentrée de Bistro Brain qui débute, ça augure vraiment bien. Oh yeah, je suis bien d'accord avec vous. Et on accueille également aujourd'hui Carmen. Comment ça va, Carmen ? Ça va bien, merci beaucoup. Très contente d'être ici aujourd'hui. Super, nous on est très contents de t'accueillir aussi. Donc Carmen est étudiante en doctorat en sciences de la santé à l'université de Sherbrooke et c'est Alexis qui mènera son entrevue tout à l'heure. Mais pour commencer, je vais laisser la parole à Charlie qui va nous faire sa chronique sur Arrakis. Alors vous allez découvrir, peut-être comme moi, qui suis une grosse noob, je vais le dire, qu'est-ce que c'est qu'Arrakis ? Ça parle peut-être à personne en fait, Arrakis right now, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. En gros, dans 5 semaines à peu près, dans le 22 octobre, ça tombe dans à peu près 4 semaines, sort Dune, donc un film de Denis Villeneuve, réalisateur canadien, qui parle justement ou du moins qui se passe sur la planète Arrakis. Donc la question qui se pose, c'est en fait, je vais vous expliquer un peu comment elle est cette planète, puis quelles sont ses particularités. Mais en gros, la question qu'on voulait se poser à soir, c'est cette planète-là, est-ce qu'elle pourrait exister dans notre univers ? Et je vais même être plus précis, est-ce qu'elle pourrait exister dans notre Voie lactée ? Puis est-ce qu'elle serait vivable si elle existait ? C'est pas mal à ça qu'on va essayer de répondre. Donc, pour faire un petit peu le pitch, peut-être comme Dune n'est pas encore sorti pour les gens, puis c'est un livre qui est un petit peu ancien, donc peut-être les gens ne l'ont pas lu, tout simplement. Donc, Dune, c'est basé sur un livre qui est sorti en 1965, donc qui date un petit peu, mais qui décrit un univers de science-fiction qui se passe sur une planète Arrakis, donc il y a une planète désertique sur laquelle vivent des vers des sables géants. Et en gros, les terriens se battent un petit peu pour le contrôle de cette planète, puisqu'elle contient ce que l'on appelle l'épice, qui est en quelque sorte substance qui est utilisée pour plein de choses. Donc j'en cite quelques-unes: allongement de la vie humaine, résistance au poison, voyage intersidéral, amélioration des facultés mentales humaines. Elle a plein de propriétés, donc les gens se battent là-dessus. Ça se passe donc, je vous ai dit, sur une planète désertique où il fait, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 77 degrés en moyenne le restant de l'année, 77 degrés Celsius. Donc bon, il fait bon, on va dire, on est bien le reste de l'année. Il n'y a aucune étendue d'eau visible. La seule étendue d'eau qui existe, c'est une calotte glaciaire qui serait située au nord. Puis c'est la seule source d'eau de la planète. Les humains s'arrangent, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas faire de spoil, mais en gros, les humains s'arrangent pour recycler l'eau et pour réutiliser l'eau de, entre autres, les cadavres. Je vous donne juste ça comme information. Donc, moi, je vais vous poser la question, d'après vous, est-ce qu'une planète comme ça, planète désertique comme Arrakis, ça existerait dans notre système solaire, pas dans notre système solaire puisqu'on connaît toutes les planètes, mais au moins dans notre Voie lactée? Moi, franchement, je dirais pourquoi pas, hein, parce que la Voie lactée, c'est quand même grand. Après, les vers des sables, je reste un peu sceptique, mais une planète désertique de ce style, carrément. Je ne connais pas beaucoup dans le domaine, mais quand on parle de planète désertique, ça me fait quand même penser à la planète Mars assez facilement. Ouais, je vais en parler un petit peu après. La planète Mars, on va revenir là-dessus. Ici. Moi, je pensais simplement aux planètes du système solaire qui, à l'inverse d'être à 77 degrés Celsius, sont vraiment dans le négatif. Je me dis, il s'agit de l'approcher peut-être de conditions qui permettent... c'est une bonne idée. Alors, il faut savoir que cette planète, elle est complètement fictive dans le livre, mais elle se base quand même sur quelque chose qui est réel. C'est-à-dire qu'elle orbite autour de l'étoile Canopus et elle se situe à 310 millions d'années-lumière de notre Soleil. Elle existe et elle est visible depuis la Terre, avec des télescopes évidemment, pas à l'œil nu, mais il y a une part de réel derrière ça, d'accord ? Donc, moi, je vais vous poser la question, d'après vous, est-ce que ça paraîtrait plus vivable une planète comme Arrakis que la Terre ? Plus vivable. Ouais, plus vivable. Dans le même contexte, planète chaude avec du sable, des calottes glaciaires, est-ce que ça vous paraîtrait plus facile pour cette planète d'abriter la vie que notre Terre ? Est-ce qu'on prend en compte ta substance magique, là ? Non, on enlève ça. Ça, c'est purement fictif. Du coup, moi, je dirais non. Non ? Ouais, non, c'est sûr. L'édition me fait dire que c'est pas très, très human-friendly. OK. Carmen ? Je suis du même avis. T'es du même avis ? Eh bien, vous avez tous les trois tort. C'était sûr. Il y a une étude de 2011
qui a montré qu'en réalité, une planète complètement constituée de sable pourrait accueillir beaucoup plus facilement la vie que la Terre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre, on a de la chance. Elle est dans une position vraiment particulière. Pourquoi ça? On va juste regarder les voisines, en fait. Le Vénus, c'est pas très loin, on s'entend. Vénus, il fait 462 degrés Celsius à la surface. C'est 2 fois la température qu'il fait dans votre four. Donc, on est à peu près cuit. Okay, évidemment, il ne peut pas y avoir d'étendue d'eau à cette température-là. Si on va dans l'autre extrême, puis on ne regarde pas si loin que ça non plus, on regarde Mars. On en parlait tantôt. Mars, c'est moins 63 degrés Celsius à la surface. Donc, c'est un petit peu l'inverse. Il pourrait y avoir de la glace à moins 63 degrés Celsius. Il y en a eu sur Mars. Il y a eu de l'eau. On a des traces qu'il y a eu de l'eau. Ça a disparu il y a 3 milliards d'années, cette eau. On ne sait pas pourquoi. Il y a des hypothèses qui sont en cours en fait, il y a plusieurs hypothèses. La préférée pour l'instant, ça serait que l'atmosphère était trop fine pour retenir l'eau sur la planète. Donc, elle s'est évaporée. Elle a simplement disparu de Mars. Donc, vous voyez, la Terre, elle est comme située sur un petit endroit particulier qui fait que on peut avoir de l'eau, des étendues d'eau liquide, on peut avoir de la glace, on a une température agréable, on a une atmosphère adaptée, etc. Donc, on a vraiment de la chance et on est comme sur une ligne parfaite, en quelque sorte, sur un équilibre parfait. Cet équilibre parfait, il est difficile à retrouver ailleurs, en fait. Et la réalité, c'est qu'une planète comme Arrakis, donc ça peut paraître bizarre parce que c'est full sec, il n'y a pas d'eau. Mais pourquoi ça mériterait plus facilement la vie? En fait, cette atmosphère sèche, ça veut dire une stratosphère qui est aussi sèche. Et une stratosphère sèche, ça retient plus facilement l'hydrogène sur la Terre que, mettons, notre atmosphère et notre stratosphère qui existent sur la Terre. Puis comme tout le monde le sait, de l'eau, c'est de l'hydrogène, H2, et de l'oxygène, O. Donc s'il y a une atmosphère qui contient de l'oxygène et qu'on retient facilement les éléments d'hydrogène, c'est plus facile de retenir l'eau sur la planète. Ensuite, cette disposition-là, ça favoriserait l'apparition de calottes polaires, un petit peu comme on a sur Terre, en fait. Mais du coup, ça donnerait quand même des points d'eau. C'est de la glace, évidemment, mais ça donnerait des points d'eau aux extrémités de la planète. Donc, en fait, dans le fond, Arrakis pourrait abriter la vie. Une planète comme Arrakis pourrait abriter la vie, ça serait possible. Maintenant, la question, c'est, à votre avis, est-ce qu'on a découvert une planète qui s'appelle, ou qui se rapprocherait d'Arrakis? Moi, j'aimerais vraiment qu'un astronome fan de science-fiction ait découvert une planète. Je dis ça, c'est le profil parfait pour la nommer Arrakis. Malheureusement, on n'en a pas découvert. Donc, en fait, ça répond à la question. Non, il n'existe pas de planète comme semblable. Alors, évidemment, ça, je parle dans notre Voie lactée. Si on part du principe que l'univers est infini, forcément, elle existe quelque part dans un endroit où on est incapable de la voir à l'heure actuelle. Mais c'est ça. Malheureusement, je suis obligé de vous décevoir puis de vous dire qu'une planète comme Arrakis, malheureusement, ça n'existe pas. Merci beaucoup, Charlie. Moi, j'avoue que je suis quand même un peu déçue parce que j'aurais aimé ça qu'il y ait ce genre de planète. Mais plus que pour le fait que ça peut accueillir plus facilement la vie que sur Terre, j'aurais aimé pouvoir tester. Si je peux compléter, il y a des études qui auraient montré que Vénus aurait pu abriter la vie, pas récemment, là, mais il y a quelques millions d'années. Peut-être qu'on fera peut-être on fera des découvertes sur Vénus. Exactement. Merci encore, Charlie, pour cette super chronique. Plaisir. Vous pouvez évidemment aller voir le film Dune qui sort le 22 octobre en salle, partout au Québec. Très belle invitation de la part de Charlie. Donc, merci à Charlie encore une fois pour ta chronique et on va continuer cet épisode avec Carmen qui va donc faire son entretien avec Alexis. Je vous laisse la parole. Merci Julie. Donc, Carmen, pour la présenter, elle est étudiante au PhD en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke sur le sujet de la douleur. Elle est également psychoéducatrice de formation impliquée dans l'organisme TDAH Estrie, ancienne présentatrice par 2 fois de Bistro Brain et ancienne directrice de l'événement Pain Talks. Donc, bienvenue à la tête à Papineau, Carmen. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, on débute cette ronde de questions avec, en nommant les faits, de toute évidence, Carmen, tu es une passionnée. On va commencer par ce que tu achèves actuellement, ta thèse de doctorat. Peux-tu nous expliquer quel objectif tu poursuis exactement avec ça? De façon briève d'abord, l'objectif de mon doctorat, c'est vraiment de développer des stratégies d'intervention, des traitements pour les enfants avec et sans TDAH, autant dans le contexte médical, en lien avec la douleur, que dans le contexte scolaire, donc en lien avec l'attention. Donc, pour faire ça, j'utilise l'effet placebo. Donc oui, je mens à des enfants et à leurs parents. Puis je leur donne un faux traitement, vraiment pour aller évaluer c'est quoi l'influence du discours d'un adulte envers un enfant, puis ses capacités à gérer sa douleur, sa capacité à faire des tests cognitifs dans ce cas-ci d'attention. Super, merci. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter que les gens se font mentir en sciences? Je te pose la question au bon, là, vu comme ça.
Non, on a toujours un suivi très, très serré de l'éthique pour être sûr qu'on soit responsable dans notre recherche. Puis je leur mens pas longtemps, là, je leur dis... en fait, je voile un peu la vérité, puis je leur dis la vérité après quand même. Là. Donc, on est très, très surveillés. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Aucun doute, aucun doute. Prochaine question. Tu dis que tu travailles avec des enfants qui ont un TDAH. Comment est-ce que ça se déroule? Est-ce que c'est difficile? Ça se déroule très bien jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'il y a des défis. Par contre, je pense que c'est juste... Le plus important, c'est juste de comprendre comment les enfants fonctionnent, c'est quoi leur force, parce que là, on peut utiliser leur force pour que ça se passe bien. Donc, par exemple, les enfants avec un TDAH, souvent, ils ont besoin d'être très stimulés. Donc, au contraire, mes séances avec eux vont très vite, puis ils se passent super bien tant que je les garde actifs, puis je les ramène toujours à la tâche. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai été assez chanceuse peut-être, mais ça se passe très bien. J'imagine, sans l'ombre d'un doute, que tes compétences de psychoéducatrice viennent te porter main. Ils sont très, très utiles, en effet. D'accord. Je me demandais, durant ton projet de recherche, est-ce qu'il y a eu un moment eureka, une grande illumination, une intervention divine, disons ça comme ça? Mais c'est sûr que moi, j'en ai eu une dernièrement parce que j'analyse mes données. Mes hypothèses étaient beaucoup basées sur les symptômes de TDAH puis les défis propres au TDAH pour expliquer la différence de résultats que je pensais observer entre les enfants avec et sans TDAH. Par contre, avec les résultats, je me rends compte que c'est pas les symptômes associés au TDAH qui sont nécessairement les plus importants, mais ceux associés à l'anxiété qui vient avec le TDAH. Oh. Ce qui amène une conclusion complètement différente, parce que quand on a un enfant avec un TDAH devant nous, on a tendance vraiment à cibler les visites d'intervention sur ces symptômes-là, au lieu des symptômes d'anxiété. Non seulement ça, ça souligne l'importance de cibler les problèmes d'anxiété chez les autres enfants qui n'ont pas de diagnostic et qui pourraient passer entre deux chaises, malheureusement. Vraiment une piste intéressante, du moins. Hein. Puis, je sais pas où est-ce que ça va t'amener, ce projet-là. Est-ce que tu as des applications, dans le fond? Qu'est-ce que les milieux d'enseignement, d'éducation pourraient faire pour adapter leur manière de faire? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de place à l'ajustement. En fait, pendant très longtemps, on ne traitait pas beaucoup la douleur pédiatrique parce qu'on pensait que c'était pas nécessaire puis que les enfants n'avaient pas nécessairement mal ou pas beaucoup. Mais on se rend compte que ça a des conséquences vraiment importantes puis on commence à mettre beaucoup d'argent, beaucoup de recherches depuis quelques années dans le domaine de l'intervention médicale pédiatrique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore du côté social. Donc, il faut aider ces enfants-là à s'adapter au contexte scolaire, avec les amis, au contexte social, etc., au contexte émotionnel, avec la famille. En tant que psychoéducatrice, c'est vraiment un service qui n'est pas du tout offert dans la profession. Puis je pense qu'il est plus que temps qu'on s'y mette. En fait, il est temps en ce moment, je pense. Donc, ma mission, ça va être d'amener toute cette expertise-là en psychoéducation, puis amener d'autres professionnels de mon domaine à travailler là-dessus, puis à aider les enfants qui ont des problèmes de douleur, entre autres. On va vraiment des belles contributions à la société. Puis, parlant de contributions à la société, je pense qu'on doit absolument parler aujourd'hui des Pain Talks. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu davantage? En quoi ça consiste exactement? Et comment est-ce que tu es tombé dans cette organisation? Oui, le Pain Talk, c'est vraiment un projet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, en 2018, il y a eu la première édition vraiment ouverte au grand public, inspirée sur les TED Talks. Sauf que c'est toutes des conférences vulgarisées sur le domaine de la douleur. Puis, j'ai soumis ma candidature pour être conférencière à ce moment-là. J'ai été conférencière, puis j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Puis la direction changeait à ce moment-là. Donc, j'ai réussi à devenir directrice du Pain Talk à ce moment-là. Et je l'ai été pendant 2 éditions. Donc, l'objectif, c'est vraiment de transférer des connaissances auprès du public, outiller les gens, autant les patients que les cliniciens, que les décideurs, que les chercheurs pour améliorer la recherche aussi. Donc, c'est vraiment une journée de conférence avec à peu près tous les milieux présents. Exactement. Dernièrement, c'est devenu en format hybride en plus. Donc, ça, c'est un des aspects positifs de la COVID. Ils ont beaucoup développé cet aspect-là. Donc, les vidéos sont diffusées au grand public. Le prochain, c'est le 5 novembre. C'est quand même bientôt. Ben oui, donc, ça s'en vient. J'invite les gens à s'inscrire quand même. L'équipe est extraordinaire. Les sujets, j'ai eu des petites idées des sujets, là, sont super passionnants. Ça va être accessible à tout le monde. Donc, voilà. Il y a quelques places à Québec sur place, mais sinon, en ligne, les gens peuvent accéder. Puis par après, ils peuvent accéder aux vidéos des éditions précédentes, puis ils vont pouvoir accéder à celles de cette année aussi. On est vraiment dans la belle lignée de l'accessibilité des savoirs. Et en effet, là, je pense qu'à Bistrobrain, on pourra assurément relayer l'information pour l'événement de novembre. Tu as dit que tu as été directrice de cette organisation-là. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans ton passage? Ce
qui m'a le plus marqué pendant que j'étais directrice, c'est vraiment de voir l'impact direct qu'on peut avoir auprès de la population. Donc, un exemple que j'aime bien, c'est quand on est auprès avec le public, puis qu'on discute avec les patients ou les gens qui ont de la douleur chronique, en fait, puis qu'on voit les étoiles dans leurs yeux, plein d'espoir, puis leur sac à dos plein d'outils pour prendre en charge leur situation, puis prêts à partager aussi ces idées-là, puis ces outils-là à d'autres. Ça, c'est vraiment ce qui m'accroche le plus, puis ce qui vient le plus me chercher dans ce genre d'initiative-là. En tout cas, c'est vraiment louable. Donc, merci pour cette contribution-là que tu as apportée à cette organisation-là. J'ai déjà vu l'événement passer, mais peut-être que maintenant que c'est en différé, on va pouvoir, et même en direct, on va pouvoir y assister. Maintenant, là, je sais que tu es rendu conseillère, tu vas être bénévole pour l'événement. Quel serait ton plus grand rêve pour les années futures pour le Pain Talks? Que ça continue de grandir, ça c'est sûr. C'est bien parti. L'équipe en ce moment est vraiment géniale. On avait eu un rêve un peu fou pendant que j'étais là. Puis je me suis toujours dit que c'est bon d'avoir des rêves réalistes et des rêves fous. Donc mon rêve fou, ça aurait été que ça passe à la télé. On s'était dit que ce serait super le fun que Charles Tisser anime le Pain Talks dans une émission spéciale style découverte. Donc ça, ce serait mon rêve le plus fou par rapport au Pain Talks. Ça serait vraiment extraordinaire. D'accord, merci. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens? Tu es vraiment une personne touche à tout. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui voudraient s'impliquer en vulgarisation scientifique? Le premier conseil que je pourrais donner, je pense que c'est d'oser. Souvent, c'est la peur qui nous retient. Donc, d'oser, premièrement, parler simplement à des gens qui sont dans le domaine ou qui sont impliqués, juste pour voir ça ressemble à quoi. Puis d'oser prendre une tâche relativement petite au début si ça fait peur, mais quand même se faire confiance pour plus que ce qu'on pense, pour prendre une tâche qui est un peu plus grande que ce qu'on pense être capable de faire. Souvent, c'est un domaine plein de gens passionnés, donc on se soutient entre nous, c'est souvent beaucoup de travail d'équipe, puis c'est quelque chose que j'ai remarqué dans beaucoup de projets de vulgarisation scientifique. Donc, premier conseil, c'est d'oser, puis de partager vraiment la passion, puis de ne pas avoir peur d'être créatif. Très bien dit. Et tu parlais justement de cette implication-là, des répercussions qu'on va avoir dans la société. Quelle place devrait occuper, selon toi, la vulgarisation scientifique? C'est sûr que tout se fait pas de façon super rapide. On est en plein changement en ce moment à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose qui devrait devenir omniprésent. La science, la recherche, c'est quelque chose qui vient principalement des contribuables, puis je pense que ça devrait leur revenir. Parfois, ça peut prendre quand même plusieurs années avant que le transfert se fasse. Donc, le fait de développer des initiatives comme ça permet de faire un transfert direct. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, les chercheurs ou les étudiants en recherche ne sont pas nécessairement outillés et à l'aise de le faire, mais je pense que dans le mouvement où on est, c'est le moment de mettre en place des formations puis du soutien supplémentaire pour que ça devienne vraiment omniprésent puis que chaque laboratoire soit au moins associé à des projets de vulgarisation. D'accord. Je ne sais pas si Charlie et Julie, vous aurez des questions avant qu'on mette une clôture à cette entrevue. C'était très clair, très concis, là. J'ai rien à rajouter. Et moi, je trouve que tes projets sont vraiment tous hyper intéressants, Carmen, ouais. autant ton projet de recherche que ton implication dans la vulgarisation. Puis après, en tant que membre de Bistro Brain, c'est sûr que la vulgarisation, c'est aussi quelque chose qui nous tient vachement à cœur. Donc, un grand bravo pour tout ça, puis pour tous ces accomplissements et longue vie au Pain Talks, évidemment. Oui, longue vie au Pain Talks. Merci, puis à Bistro Brain aussi, puis toutes les initiatives que vous partez à droite et à gauche, là, je vous vois aller, je vous vois sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment impressionnant, puis ça a l'air super intéressant à chaque fois. Ben merci, c'est vraiment apprécié. Donc, je vais clore cette entrevue en te demandant, en te disant d'abord merci pour ta présence aujourd'hui à la Tête à Papineau. Je trouve que tu incarnes vraiment bien les valeurs du partage de la communauté qu'on amène avec la vulgarisation scientifique. On aimerait savoir quels sont tes projets pour l'avenir. Qu'est-ce que tu nous réserves, Carmen, et de quelle manière est-ce qu'on peut suivre le développement de ces projets? Ça, c'est toujours la grande question. Donc, je suis en grand questionnement pour mon avenir. Je considère faire un post-doctorat pour continuer à développer cette expertise-là. Donc, j'ai l'intention de continuer à m'impliquer dans le domaine de la recherche, continuer à m'impliquer dans le domaine de la vulgarisation scientifique, enseigner aussi, puis évidemment, commencer à faire de la clinique également. Donc, c'est très, très général comme réponse, mais de façon générale, on peut quand même me suivre un peu sur LinkedIn et Twitter. J'ai pas de page personnelle sinon. Puis sinon, le classique, le nom sur Google, ça fonctionne toujours pour les gens dans le domaine de la recherche. En effet.
Donc, une fois de plus, merci à toi, Carmen, pour la belle entrevue. Puis on te souhaite une très bonne suite dans tes projets. Merci à vous. Je remercie donc encore Carmen pour sa présence parmi nous. Puis comme je l'ai dit, comme je vais le redire, bravo pour tous ces accomplissements. Merci Alexis et Charlie pour votre présence et pour la chronique d'aujourd'hui. Je remercie donc tout notre auditoire, forcément, qui est là. Encore une fois, on va remercier la CEFAC pour ses super locaux et donc qui nous permettent d'enregistrer ici aujourd'hui. Je vais vous inviter aux prochains événements de Bistro Brain qui sont 2, 5 à 7 Technologie du futur, un à Sherbrooke le 13 octobre, qui va avoir lieu au Bocquet-Bière comme à l'habitude, et le second à Montréal le 20 octobre, qui va avoir lieu au Ciboire Saint-Laurent. Donc venez nombreux. Et également, pour clore cet épisode, je vous invite à aller assister à la prochaine édition du Paint Talks le 5 novembre. Et si vous entendez ce podcast, j'espère que vous l'avez aimé. Et puis, on ne sait jamais, parlez-en à un ami.